Vous êtes à la recherche d'une config à 2000 euros, mais vous êtes au bon endroit. Et ben pourquoi? Tout simplement, j'ai une config à peu près à 2000 euros, donc avec un processeur, une carte mère, un SSD assez conséquent. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment pas lésé, surtout dans le stockage, parce que clairement, c'est ce qui manque dans la plupart des PC qui sont montés ou des PC portables. Même si vous pouvez après rajouter de la RAM, vous pouvez rajouter du stockage, vous pouvez changer de processeur, vous pouvez changer de carte graphique sans aucun souci. Elle est modulable à 100% et c'est comme toutes les configs que je vous mets en description de cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas, on a passé les 6000 abonnés, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, toujours ça de prix pour ceux qui ne sont nouveaux sur la chaîne et nouvelles, bienvenue. Et bien évidemment, un petit commentaire ne sera pas de refus parce que je peux toujours améliorer les vidéos. Je sais que des fois, je me trompe sur certaines phrases ou certains mots ou certains mots où j'ai pas vraiment les mots exacts ou la spécification exacte, même si pourtant j'ai monté pas mal d'ordinateurs. C'est pas ce qui date, ça date pas de la veille parce que ça date le 30e ou le 40e ordinateur que je monte. Là, j'ai pas prévu de le monter, j'ai juste prévu de vous présenter clairement donc le processeur, la carte graphique et tout le nécessaire pour monter votre propre ordinateur. Aujourd'hui, il faut savoir que quand tu montes un ordinateur, je pense que la plupart, vous savez à peu près comment on fait si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas si difficile que ça. En vrai, vous avez des tutoriels sur YouTube qui peuvent vous aider et même j'en ai aussi qui sont encore d'actualité. Alors c'est pas le même processeur, c'est pas les mêmes choses, mais en soi que ce soit AMD ou Intel, il y a très peu de choses qui changent pour le processeur, pour l'installation. Ça reste les mêmes caractéristiques, les mêmes voilà, c'est les mêmes méthodes tout simplement. Donc là pour le premier processeur, je vais quand même être assez rapide, hein. On est sur un Intel Core i7 13600K. C'est la 13e génération, je trouve que c'est vraiment nickel parce que vraiment ils sont beaucoup plus puissants. Moi je suis encore sur la 9e et 10e génération au niveau de mes processeurs parce que je trouve que j'ai pas besoin de beaucoup plus haut pour le moment. Je passerai peut-être sur la 14e génération qui m'intéresse beaucoup plus. Alors qui n'est pas encore annoncé mais je pense qu'il va être annoncé aussi. On a le 13600KF, donc 24 MB, cache 5000, voilà, 5000. Dites-vous que vous avez 5,1 GHz, c'est juste énorme, hein. À l'époque, grand maximum, on avait un Intel Core i9 9900K qui pouvait arriver à une telle fréquence, à une telle puissance aussi, vraiment beaucoup plus élevée. Et là, clairement, un Intel Core i5 il va jusqu'à 5,1 GHz, c'est vraiment pas mal. Par contre, ça chauffe aussi, hein. Il faut le savoir et c'est pour ça que je vous ai pris un water cooling qui est déjà... Vous avez juste plus qu'à le monter, vous allez me dire, mais attends, mais t'étais pas contre les water cooling, t'étais pas contre, voilà, juste le ventirad, full ventirad, etc. Alors oui, mais faut savoir que les processeurs, s'ils veulent être bien refroidis, il faut quand même aussi un water cooling. Ça dépend, en fait, un ventirad, un très gros ventirad, certes, ça prend beaucoup de place, ça refroidit, c'est pas négligeable. C'est même limite des fois plus efficace que certains water cooling qui sont déjà montés, ou alors custom, mais custom sont beaucoup plus efficaces, mais il faut s'y connaître. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. Donc là-dessus, restez sur vos gardes. Surtout prenez en compte que si vous voulez un water cooling custom, c'est pas aussi simple que ça. Parce que ben, ça prend du temps, parce qu'il faut avoir les bons outils, il faut avoir aussi la capacité de vraiment avoir une bonne réflexion au niveau du montage. Il faut aussi avoir un bon boîtier, parce qu'il faut aussi que le boîtier soit adéquat par rapport à ça, qu'il soit assez grand, qu'il soit assez gros, etc. Et ça peut prendre plusieurs heures, ça peut prendre plusieurs jours pour la préparation et pour éviter que les composants prennent l'eau forcément. Donc il faut que tout soit étanche parce que oui forcément c'est du water cooling. Alors que quand on prend un water cooling c'est beaucoup plus monté, c'est déjà tout fait, tout propre. Il n'y a plus qu'à l'installer et puis c'est fini. Même si je vous préconise de le changer au bout de 2 ans, soit vous le changez au bout de 2 ans, soit vous changez le liquide qui est à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus difficile, c'est une autre manipulation, des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, limite je préconise limite de le changer, ça va beaucoup plus vite. Limite vous revendez l'ancien d'occasion et à quelqu'un qui est compétent et qui va s'en servir, ça sera davantage plus cohérent. Alors oui, un processeur qui peut l'accueillir, ben, c'est au niveau de la carte mère, ben, c'est la MSI Mac B760 de chez Tomahawk, une carte mère assez classique avec 4 emplacements de la DDR5. Pourquoi j'ai pris la DDR5? Parce que forcément c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant que la DDR4, hein, même si la DDR4 n'est encore bonne pour quelques années, il faut le savoir aussi, mais aujourd'hui c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus d'actualité. Donc on a celle-ci qui est aussi en Wi-Fi, parce que moi j'aime bien prendre les cartes mères en Wi-Fi, c'est toujours ça de prix pour quelques euros supplémentaires, c'est pas négligeable non plus. C'est un format TX, donc vous avez
tout type de format de carte mère. Là, c'est un format assez grand, donc vous allez pouvoir installer les composants assez facilement. On a des prises de SATA, on en a moins qu'avant. Avant, sur certaines cartes mères, on pouvait en avoir jusqu'à 6. Mais vu que c'est de moins en moins utilisé, les prises SATA, c'est tout pour tout ce qui est disque dur SSD en 2.5 ou du 3.5 pour du stockage. C'est pas du SSD, mais là, c'est plus pour des gros stockages, pour ceux qui souhaitent mettre plusieurs Tera. Mais on a la possibilité aujourd'hui avec des SSD en un NVMe, donc les tout petits, je vous le présenterai juste après, de chez Samsung, que j'adore. Vraiment, c'est une marque que j'adore par rapport justement à ces SSD. Elle a d'ailleurs plusieurs, là on le voit directement qu'il y a plusieurs emplacements. Généralement, il y en a 2 au minimum, si ce n'est 3 la plupart du temps. Donc vous pourrez monter à plusieurs Tera si vous le souhaitez. Donc pour avoir du gros stockage, mais très rapide, avoir un flux vraiment, mais genre inégalable, très clairement. Et c'est la génération 4, si je dis pas de bêtises. Ça accepte aussi la génération 3 au niveau du SSD. On aura la dernière, pareil, dernier Wi-Fi, donc dernier matériau réseau, enfin surtout la carte réseau principalement, qui va aussi fonctionner en Bluetooth 5.3, donc pareil, dernière génération, et Wi-Fi 6E qui est dernière génération aussi. Donc voilà. Par contre, ça accepte aussi les processeurs de 12e et 13e génération. Voilà, juste je viens de le voir là, qu'elle accepte le 12e génération. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est pas la plus chère, c'est pas la plus conséquente non plus. Elle est à 229 €, c'est sûr ça reste un prix, mais au moins vous pourrez monter en DDR5 jusqu'à 7000 MHz, c'est juste énorme. Aujourd'hui on est aux alentours de 5000, mais on peut aller bien plus haut que ça, et on verra ça par la suite. Je vais pas m'attarder sur le water cooling, c'est le Deepcool water cooling, le LT520, alors c'est du 240 mm, donc oui il y a certaines tailles différentes aussi. Ça coûte une centaine d'euros, en vrai c'est pas plus cher qu'un Ventirad. Un Ventirad ça va aussi aux alentours de 80-90 €, donc forcément vous faites quelques économies. Mais peut-être que vous perdez peut-être en performance et aussi au niveau de la chauffe. Ça dépend. Il y a certains Ventirad qui sont mieux que d'autres. Et je dis pas le contraire. Je suis pas contre du tout les Ventirad. Justement, je préconise plus les Ventirad. Par exemple, celui que je pourrais vous conseiller et qui pourrait être en adéquation avec celui que moi j'utilise. Mais ça dépend aussi de ce que vous êtes à la recherche. Parce que celui-ci, alors c'est le Darkrock Pro 4. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le gros que j'ai. Qui fonctionne très bien et qui refroidit. Pour moi, qui refroidit très bien. Et qui est très léger et qui fonctionne vraiment bien. Alors pareil, ça a une grosse capacité et puis ça permet de bien refroidir la plupart du temps tous les processeurs en règle générale. Là, je vais juste voir s'il est compatible au niveau au niveau de la carte mère. Donc juste laissez-moi regarder parce que je vais pas vous dire de bêtises, parce que chaque Ventirad n'est pas forcément compatible. Oui, là il est compatible au niveau de 1700, je viens de le voir là. Et ben c'est normal parce que si c'est pas compatible, et ben ça ne fonctionnera pas. Et ça sera justement, il faut faire très attention au niveau des compatibilités de chez Intel ou de chez AMD. Donc AMD c'est AM5 ou AM4, donc ça c'est pas un gros problème au niveau de la carte mère. Et là vous avez toutes les disponibilités. Et vous le voyez au niveau d'ici en fait, c'est un petit conseil que je peux vous donner pour ceux qui souhaitent installer au niveau du socket LGA 1700. Donc là vous voyez que c'est compatible, LGA, il n'y a pas marqué LGA mais 1700, donc ça c'est bon. Vous pourrez l'installer, vous pourrez avoir des performances vraiment bonnes hein, pour le coup. Ça là-dessus, et c'est pour ça que je le préconise pour la plupart de toutes les configs, parce qu'il rentre à peu près dans toutes les configs en général. Il est moins cher, vous voyez, 94 €, et pareil, c'est vraiment inégalable. Alors il est assez gros quand même, il prend de la place, et par contre le point négatif, c'est qu'il faut installer vos barrettes de RAM et le mettre aussi en un bon emplacement pour qu'il puisse refroidir et aérer sur la carte mère. Donc il faut vraiment qu'il soit comme ça, pour qu'il soit à l'endroit. Donc parce qu'après vous avez un ventilateur qui est à l'arrière ici, donc du boîtier. Je le représenterai un petit peu après le boîtier. Donc ici vous avez une aération. Donc ici vous avez une aération et la carte mère elle est là. Elle est placée ici. Donc pour bien aérer, hop, vous avez le Ventirad. Et c'est pareil pour... alors c'est différent par contre pour le water cooling parce qu'il va se placer en haut normalement. Avec du 240 mm vous pouvez largement le placer en haut. Donc en gros c'est assez pratique aussi, c'est un radiateur à y mettre ici, c'est beaucoup plus lourd aussi, ça rajoute du poids. Mais par contre c'est aussi très performant. Donc c'est à vous de voir, vous avez le Darkrock Pro 4 ou le Deepcool ici, donc je vous le mettrai aussi en description de vidéo. Et donc qu'est-ce que je voulais parler? Un petit peu de la RAM, forcément la RAM aujourd'hui, moi ce que je préconise c'est minimum, mais alors le minimum 16 Go de RAM, pour ceux qui le souhaitent. Moi maintenant je vais sur du 32 parce que je trouve ça beaucoup plus conséquent. On a des systèmes d'exploitation qui commencent à prendre pas mal de place. On a aussi des logiciels qui commencent à être de plus en plus gourmands. Pareil pour des jeux vidéo, etc. 32 Go de RAM c'est très bien et c'est pas si cher que ça. Regardez la DDR5 en 6000
MHz, c'est énorme et c'est largement atteignable pour tout le monde. Ça va du AMD comme du Intel sans problème. C'est là où c'est vraiment très très bien. Et vous pourrez monter sans souci à 64 ou même 128 en fonction de ce que vous souhaitez. Comme stockage. Et 64 Go, on va y arriver aussi un jour ou l'autre, je pense, d'ici 5 ans, même moins de 5 ans parce que les technologies vont très 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 vite. Les 64 Go sera vraiment d'actualité. Avant, c'était quelques MO par seconde. Aujourd'hui, on parle de gigas. Donc imaginez, hein, à mon époque, c'était quelques mégabits par seconde. Donc c'est encore beaucoup beaucoup moins que ça. C'était même pas un gigabit. Hein, donc c'est vraiment énorme à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus... ça a été multiplié par 1000 littéralement. Voilà, bon, bien sûr, c'est exagéré, mais vous m'avez compris. Je vous parle aussi en tant que passionné parce que je suis vraiment passionné par tout ce qui est informatique et tout ce qui est ordinateur, bien évidemment. Et sinon, je vous ferai pas ces vidéos-là. C'est logique aussi. Donc là, on a du SSD en 970 de chez Samsung, le Evo Plus. J'ai pas forcément pris la version Pro ou la génération 3 ou génération 4. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction aussi de la carte mère si elle peut l'accepter. Donc là, vous voyez que les M2 en génération 4 sont acceptés. Donc vous pouvez monter bien plus haut en termes de transfert. Et les transferts, c'est quoi? Ben, c'est surtout quand vous avez besoin de quelque chose de très 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 rapide et qui ait quasiment aucun temps de chargement, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour les logiciels, que ce soit pour la prévisualisation, je vais y arriver, pour les montages vidéo, pour vraiment, c'est vraiment utile. Et même pour le montage photo aussi, je le comprends totalement. Donc celui-ci, c'est du 3500, mais vous pouvez aller jusqu'à 7000. Par contre, le prix n'est pas du tout le même. On est sur 120 €. Et là, c'est aussi notre version, c'est le 980. Donc 2 Tera aussi. Donc le stockage reste le même, mais par contre, le prix ne reste pas le même. Donc faire très attention à ça et regardez si c'est compatible aussi. Généralement, c'est compatible sans trop de soucis. C'est aussi compatible sur votre PlayStation. D'ailleurs, j'en avais fait la promotion aussi dessus. Donc pour les PCI 3 ou le PCI 4, c'est largement disponible. Donc 3500 MO seconde, c'est juste énorme. Ça veut dire que 3 Go par seconde peuvent s'échanger entre un SSD et un autre SSD, la même catégorie. Donc en gros, ça peut aller très très vite. C'est limite très instantané encore à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas. Et c'est très petit. C'est assez fragile. Faites attention au niveau de l'installation. Mais après, ça se met très facilement. Et puis après, vous mettez votre système d'exploitation dessus. Et c'est parti. Vous pouvez en profiter. On en a un autre? Bah oui, forcément. C'est les cartes graphiques. Et les cartes graphiques, c'est quoi? Les cartes graphiques, ça permet justement une capacité et aussi que ce soit pour le montage vidéo, parce qu'il y en a, ils se servent plus du côté graphique, etc. Ou pour le télétravail, peu importe, ou si vous souhaitez jouer, ou si vraiment vous souhaitez être multitâche, il n'y a aucun souci. Et en vrai, celle-là est vraiment, vraiment bonne, surtout pour les jeux en général. Elle est là, le RDNA. Et aussi, donc, tout ce qui est RTX, tout ça, vous connaissez les technologies qu'il peut y avoir à l'intérieur. On a du VGA, du DisplayPort et du HDMI, ce qui est très rare d'avoir encore du VGA sur des cartes graphiques, ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que je viens de le voir là, mais c'est très étonnant, parce que généralement, on les a plus, hein. Faut le dire que, pour être honnête, le VGA n'est quasiment plus existant sur les cartes graphiques, normalement. Vraiment, ça m'étonne, mais je suis même pas sûr. Juste, c'est pas parce que je connais pas ce que je présente, mais ça m'étonne de la 7900 XT d'utiliser encore du VGA, parce que le VGA il ne supportera pas plus haut que la résolution 1920 par 1080 en 60 images secondes. Donc après, c'est possible que ça aille plus haut, pareil, ça a été amélioré, mais ce qui est très rare aujourd'hui, c'était l'HDMI. Ah non, il n'y en a pas. Ouais, non, mais quand même, il faut pas exagérer. Après, ça dépend de la version, parce que là, c'est XFX qui fait ça. Mais c'est quand même très étonnant de voir au niveau de la 7900 XT ce genre de choses. Non, mais je suis honnête avec vous, c'est pour ça que je préfère... Non, il n'y a pas de VGA, c'est quand même très étonnant. Il s'est trompé, le vendeur s'est bien trompé, parce que je me suis dit quand même, c'est quand même pas du tout le cas. Par contre, vous avez pas mal de gigas de RAM, et ça c'est vraiment bien, de VRAM on appelle ça, c'est 20 gigas en GDDR6, donc une des dernières générations aussi. Et vraiment pour en profiter, franchement, elle est assez grande, donc elle va bien refroidir aussi. Vous avez 3 ventilateurs, ça reste conséquent, elle est plutôt lourde aussi, donc faites vraiment attention à ça. Et puis forcément le prix est là aussi, 869 €, c'est pas négligeable, ce que je comprends tout à fait. Mais on a quand même une RAM qui est quand même assez conséquente. Et si on parle aussi de la vitesse d'horloge, le GPU, tout ça, voilà, je vais pas dans les détails, je sais qu'il y en a, vous préférez que je vais dans les détails, mais franchement, ça en vaut pas trop la peine non plus. Si vous connaissez déjà le produit, je vais pas non plus y passer 40 ans dessus. Et en gros, on a aussi la de chez AMD. J'ai pas forcément voulu prendre la 4080 ou la 4090. La 4070 Ti fait encore très bien son travail.
12 Go de carte graphique en gaming, c'est largement suffisant. Elle est un petit peu plus chère par contre par rapport à l'AMD, hein, forcément, 932 €. Et au niveau, pareil, des performances, on est un petit peu plus haut quand même, faut se le dire aussi. Donc je peux même vous faire un benchmark, hein, je peux même le trouver directement sur YouTube. C'est ce qu'on va faire directement, comme ça vous allez voir un petit peu les benchmarks. Un peu, par exemple sur le jeu Cyberpunk. Vous voyez que on est aux alentours quand même, on est assez kiff-kiff. Hein. Et encore, sur certains jeux, elle est même mieux la 7900 XT que... Après, ça dépend de certaines tâches, ça dépend aussi de certains jeux. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout délimiter le jeu là. Et puis aussi, si le ray tracing est activé. Donc vous voyez là, par exemple, là le ray tracing est activé, c'est le même processeur, c'est toutes les mêmes choses, sauf que c'est pas la même carte graphique. Et là, on a 50 FPS, là on a 38. Vous voyez, ça dépend des jeux, ça dépend de la résolution, ça dépend de plein de choses. Vous voyez là, on est même mieux sur une RTX 4070 qui va se débrouiller à 120 FPS en moyenne. Et là, on est aux alentours de 107, 110, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est vraiment une différence de 10 FPS. Hein. Donc si vous n'êtes pas à 10 ou 15 FPS près, là on a quand même presque 20, ah ouais, on a quasiment presque 20 FPS d'écart sur un Hitman. Et là, sur un Spider-Man Miles Morales, parce que je rappelle qu'il est aussi sorti sur PC, on a quasi 20 FPS. Donc en gros, vous avez une différence entre 10 et 20 FPS en général sur certains jeux, avec le ray tracing d'activer ou non, tout simplement. Et c'est vrai que quand même, en fait, sans ray tracing, la 7900 XT le gère mieux, on est d'accord. Mais avec ray tracing, c'est clairement la RTX 4070 Ti qui gère quand même un petit peu mieux. Mais regardez, ça se bat à 1 FPS. Hein. Donc vraiment, c'est très équivalent, c'est quasiment les mêmes cartes graphiques au final. Regardez, par exemple, pour Horizon Zero Dawn, on est à 5 FPS près. Donc c'est vraiment... Hein, on est vraiment à 5 FPS près, donc c'est quasi rien du tout. Donc vous voyez, ça dépend de certains jeux, ça dépend de certains réglages et ça dépend de plein de choses. Et c'est pareil pour le montage, c'est pareil pour les logiciels, ça va même gérer à peu près pareil. Regardez, 80 FPS, 86, pareil, c'est pas énorme. Donc vous voyez, c'est quand même des cartes graphiques qui se ressemblent énormément et qui sont à peu près les mêmes choses au final. Donc... Pareil, si je reprends un autre avec une 4070 Ti, vous avez même la différence entre la 4070 et la 4070 Ti. Un jeu défunt, c'est pas... Là, on a à peu près 100 ouais, une centaine d'FPS. 80, 100, 102. Oui, forcément, une 4000. Et là, c'est à 1440p. Donc, ça dépend après des résolutions qu'ils ont mis sur le jeu. Fortnite. 88, 73, 70. Aux alentours d'une 80 FPS avec tous les graphismes à fond, avec tout à fond. En général, ils mettent tout à bloc. Et avec peut-être de la 4K ou du 1440p. Là, c'est vraiment du 1440p. Donc, ça dépend des résolutions que vous allez demander. Et aussi d'avoir aussi le bon processeur qui sait gérer ce genre de carte graphique aussi, bien évidemment. Parce que sinon, ça va brider et ça sert absolument à rien. Bon, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Bon, les deux derniers, bon, ben, je vais juste avant de passer au boîtier, ben, forcément, il vous faut un bloc d'alimentation. Si vous n'avez pas de bloc d'alimentation, à quoi ça vous sert? Ça vous sert absolument à rien. Vous ne pourrez pas allumer l'ordinateur. Bon, je plaisante bien évidemment, mais... Alors, vous avez du 850 watts ou du 1000 watts, donc ça dépend de vous. Si vous voulez après aller encore beaucoup plus haut avec un i9 et aussi avec une carte graphique encore plus puissante, ce qui est largement atteignable et ce qui est largement faisable aussi, je vous préconiserais peut-être de prendre plus du 1000 watts, mais là, avec la config actuelle, 850 watts, ça suffit amplement. Donc, condensateur japonais, on a certifié 80 plus gold, donc c'est clairement en sécurité totale, hein, tout ce qui est jusqu'à 90%. Idéal pour le matériel gourmand en énergie, carte graphique haut de gamme, moteur de rendu ou jeu exigeant. Moi, je prends toujours du 750, voire là, je vais pas tarder à passer à du 800 watts parce que je compte changer un petit peu ma config et je pense que ça pourrait vous y aider. Donc voilà, une config comme ça à peu près aux alentours de 2000 €, je pense que ça peut forcément vous y aider. Et juste pour terminer, oui, je l'ai présenté tout à l'heure rapidement, brièvement, c'est la marque Fantech, c'est Eclipse, la G360A, donc un boîtier PC gamer. Pareil, ça peut mettre de très grosses capacités donc au niveau des cartes mères. On peut aller même jusqu'à du IATX, jusqu'à 280 mm de largeur. Et donc aussi le ATX, le classique au niveau de la carte mère. On a plusieurs déjà ventilateurs qui peuvent être acceptés, du RGB. On a jusqu'à aussi des radiateurs
Vous pouvez en mettre de la place à des radiateurs jusqu'à 360 mm et sachant que celui que je vous présente, il ne fait que 240 mm. Donc, vous pouvez même aller encore plus haut si vous le souhaitez. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être pas trop long non plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.